Bonjour, je m'appelle Marco Barroca-Pacard, je suis professeur en sciences de l'éducation à l'ECO au Québec et je vais vous parler de l'importance du contact avec la nature pour les jeunes, quelques éléments de contexte et de réflexion sur ces questions. Alors pour commencer, je vais vous parler du déficit de nature et des intérêts qu'on a pu découvrir à ce contact des jeunes et des adultes avec la nature. Cette question de la place de la nature pour les jeunes et en éducation est ancienne. On peut notamment citer Jean-Jacques Rousseau dans Émile ou de l'éducation, qui donne une place notamment à la forêt. Mais ça a connu un retour sur le premier plan avec un livre de 2005 de Richard Louv, dont la traduction française est Une enfance en liberté, qui est vraiment un livre qui s'est beaucoup vendu, que vous pouvez trouver assez facilement dans les librairies, et qui a eu une audience assez large. Richard Louv, il considère que l'absence de nature relève du déficit au sens d'un déficit psychologique, comme d'autres déficits, comme les troubles de l'attention par exemple. Et il va créer cette idée de déficit de nature qui va avoir un grand succès. La question du lien entre la nature et l'homme est une question qui est en plein développement. Il y a beaucoup de travaux. Vous avez ici une étude qui date de 2017 qui a regardé jusqu'en 2015 le nombre de travaux dans des bases de données sur le rapport homme-nature, donc indiqué avec 3 catégories. Mais on voit que globalement, quelles que soient les catégories, il y a une forte augmentation, en particulier depuis 2005 et la publication du livre de Richard. Donc ce sujet est beaucoup étudié et certains travaux font des synthèses de ça. C'est le cas du travail de Sandy Fer et ses collègues qui identifient un certain nombre de bénéfices au contact avec la nature. Alors on a ici une synthèse, vous voyez, bénéfices psychologiques par exemple. Et ici vous avez toutes les références qui sont mobilisées pour parler de ça. Et on voit qu'il y a de nombreux bénéfices au contact avec la nature, comme l'augmentation de la créativité, mais aussi des bénéfices cognitifs, des bénéfices psychologiques, des choses par rapport à la protection des maladies, des bénéfices sociaux, éthiques, culturels, etc. Donc on a listé vraiment beaucoup de bénéfices de ce contact avec la nature. Alors moi, je vais quand même essayer de vous présenter d'autres aspects par rapport à cette question-là, notamment sur la question de ce qu'est la nature, et je vais vous proposer un regard d'écologue, parce que avant de faire des sciences de l'éducation, j'ai travaillé en écologie, j'ai fait de la recherche en écologie, donc je voudrais vous présenter un petit peu une autre peut-être vision de la nature. Pour vous illustrer ça, je vous propose 4 photos prises en France donc et au Québec. La première, ici la photo A en France, c'est le centre-ville de Toulouse. On voit ici un parc urbain. On voit bien la présence de la nature, mais on voit aussi la présence de la ville, avec ici un pont, des bâtiments, des zones de promenade, etc. Et puis on voit le fleuve qui est devant. À l'inverse, voici une zone de forêt en France, une forêt assez classique en France, forêt de feuillus. On voit ici une absence a priori totale de l'empreinte humaine. Il y a uniquement des arbres, des feuilles au sol et des arbustes ici. Si on regarde la même chose au Québec, dans la région de Gatineau, ben ici vous avez une photographie prise au centre-ville de Gatineau, lors du festival des tulipes, qui est un événement important ici. On voit les tulipes ici. On voit bien le bord du parc urbain de Gatineau. En face, on voit aussi des arbres qui poussent sur la colline du Parlement, c'est Ottawa de l'autre côté du fleuve, et le fleuve entre les deux. Mais on voit aussi évidemment beaucoup de bâtiments, on voit ici un bateau qui circule, etc. Donc beaucoup de présence humaine. Et à l'inverse, un petit peu plus au nord de Gatineau, vous avez le parc de la Gatineau qui est une grande étendue protégée. Et ici, on voit la humaine puisqu'il y a une dame, mais sinon, à perte de vue, des forêts et des arbres et aucun autre signe de construction ou d'activité humaine. On pourrait penser que les photographies B, c'est-à-dire la forêt ici et le parc de la Gatineau, qui est aussi un massif forestier ici, représentent la nature, et que les photographies A, les parcs urbains, représentent la ville et des zones où la nature est peu présente, même si on la voit un petit peu. En fait, il faut se méfier de cette première impression pour un écologue, parce que ces forêts qu'on voit ici n'ont pas grand-chose de naturel. Cette forêt que vous voyez là, les arbres sont jeunes, ils sont plantés, ils sont bien espacés, le sol a été nettoyé, ça c'est une forêt qui est entretenue et exploitée.
Ici, pour le parc de la Gatineau, c'est un petit peu moins vrai, mais elle l'a été par le passé. C'est des forêts qui ont été beaucoup exploitées. Aujourd'hui, elle est protégée, mais on est loin d'être dans un état naturel. Et puis, il y a beaucoup d'activités de loisirs dans cette forêt. Donc, beaucoup d'humains qui circulent été comme hiver. Si on regarde à l'échelle mondiale, en fait, les forêts où l'homme est peu présent, ce qu'on appelle les forêts primaires, où l'homme a peu eu d'influence, qui sont vierges entre guillemets, ou s'il y a des hommes, ils n'ont pas beaucoup modifié le milieu, elles sont très peu présentes dans les zones habitées. Alors en Europe, c'est particulièrement le cas, il y en a quasiment plus. Et ici au Canada, il y en a beaucoup plus. Mais les zones habitées, celles où se situe l'essentiel des habitants, notamment au Québec, se trouvent essentiellement dans la zone jaune. Donc la plupart des gens ont très peu de contact avec des forêts primaires, des forêts où il y a eu peu d'intervention humaine. Donc déjà, ça casse un petit peu cette idée d'une nature sauvage qui serait dans les forêts, par opposition au parc urbain. L'autre chose importante, c'est de se rendre compte que si on réfléchit à la place de la nature pour les humains, il faut se rendre compte que l'essentiel de l'humanité aujourd'hui vit en zone urbaine ou périurbaine. Ça, c'est les chiffres à l'échelle mondiale, qui sont toujours en augmentation, hein, on est en 2020, mais ça continue à peu près les tendances là. La population urbaine a dépassé la population rurale depuis un peu avant les années 2010. Et puis, c'est une forte inversion par rapport à ce qui existait dans les années 50-60, par exemple, où la population rurale était très majoritaire. Cette courbe-là est mondiale. Si on regarde dans les pays comme la France ou le Canada, en particulier le Québec, cette zone urbaine et cette urbanisation est beaucoup plus forte. Et on a 70-80% des gens qui vivent en zone urbaine. Donc si on veut se poser la question du rapport de l'homme à la nature, il faut quand même s'intéresser à ces zones urbaines et se dire que on peut pas d'un côté se dire le rapport à la nature c'est aller dans des forêts, c'est pas possible vu la taille des villes, la quantité de gens qui habitent, la distance souvent au massif forestier, etc. Donc en écologie, on s'est intéressé à la place de la nature en ville depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, et on a montré qu'il y avait un vrai fonctionnement dans les villes de population naturelle. Un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est le merle noir, par exemple. Le merle noir, c'est un oiseau très fréquent en Europe, qu'on trouve habituellement dans les villes. On a l'habitude, notamment en France, de voir des merles dans les villes sans que ça étonne personne. Et pourtant, si on regarde, c'est un oiseau qui était strictement forestier jusqu'au 19e siècle. Et ici, vous avez la carte de l'urbanisation du merle, c'est-à-dire de l'entrée des merles noirs dans les villes. C'est un oiseau qu'on voyait peu, qui était assez discret en forêt, depuis qu'il est rentré en ville, donc au 19e, et vous voyez que le processus a été long, puisque les dernières zones là où les merles commencent à entrer dans les villes, on est dans les années 2000. Ce processus correspond en fait à l'entrée d'animaux dans les villes et à l'installation d'animaux dans les villes qui vont complètement s'adapter à cet environnement-là et avoir une vie complètement urbaine, avec des populations parfois importantes. Ça montre encore une fois que la ville n'est pas un lieu différent fondamentalement de la forêt et qu'il n'y a pas d'un côté une forêt qui serait naturelle et de l'autre une ville qui serait totalement artificielle. Donc ça c'est, je pense, important, et ce regard un petit peu d'écologue à avoir sur cette question du rapport de l'homme à la nature. Et donc si on repense dans ce cadre-là un peu plus contemporain le contact avec la nature, eh bien il faut peut-être regarder un petit peu plus en détail ce dont on parle. Certains travaux récents, notamment là, un article de 2020, ont montré que le rapport à la nature et le contact avec la nature et tous ses effets bénéfiques pouvaient être pensés à des échelles très locales. Dans cette étude, on montre que ce qui se trouve dans les 1 km à 300 mètres autour du lieu d'habitation d'adolescents, par exemple, a un rôle très important sur justement leur santé mentale, leur bien-être et autres. On parle pas de la nature à plusieurs kilomètres, on parle vraiment d'un effet local. Et cet effet local, il peut tout à fait exister en ville, c'est ce que disent les auteurs de cette étude. Il faudrait repenser d'ailleurs l'accessibilité à des zones, on va dire vertes, à proximité des habitations. Et donc, repenser peut-être un petit peu l'urbanisme dans le. L'autre chose, c'est que on peut plus opposer, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste, d'un côté des campagnes qui seraient naturelles et de l'autre des villes qui seraient dénuées de nature. Ici, c'est deux photos dans la zone de Paris. Vous avez en plein cœur de Paris un bâtiment qui a été végétalisé, avec une grande diversité végétale, avec beaucoup d'espèces sur une façade d'immeuble.
et de l'autre, à quelques heures au sud de Paris, une zone agricole où on a des cultures de céréales et quasiment que ça, qui a une très faible biodiversité et où le contact avec la nature est probablement très pauvre par rapport à celui qu'on pourrait vivre face à une façade de ce type-là. Donc le lieu ne dit pas le type de contact qu'on peut avoir. J'aurais pu illustrer ça aussi avec certaines forêts qui sont complètement artificialisées. Il faut penser un peu plus en détail les choses. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que cette question du déficit de nature est intéressante, les études sont intéressantes, mais on peut prendre aussi un petit peu de distance et regarder ça avec un œil critique. Il y a un article de 2013 d'Elizabeth Dickinson qui dit qu'il faudrait peut-être repenser cette idée de déficit de nature, puisque si on regarde les choses en termes de déficit de nature, ça reviendrait à dire que il y a une sorte de séparation en fait entre l'homme et puis cette nature. Elle dit aussi qu'il y a toute une espèce de mythologie qui est construite autour de cette idée d'une enfance qui aurait été très exposée à la nature dans les années 50, 60, 70 et qui serait devenue totalement artificielle aujourd'hui. C'est assez, c'est vrai par certains côtés, hein, bien sûr, mais c'est assez limitant de penser uniquement comme ça parce que on peut pas considérer que l'homme est complètement coupé de la nature quand il est en ville. Et on peut pas non plus complètement penser que le seul moyen, c'est de sortir de la ville. Donc penser le rapport de l'homme et des enfants à la nature, c'est vraiment aussi penser la ville dans laquelle ils vivent aujourd'hui, puisque les enfants vivent en ville, essentiellement, et c'est penser ce rapport qu'on peut créer entre la nature en ville et les humains. Voilà. Si ceci vous a intéressé, vous avez ici les références bibliographiques que je vous ai présentées, que vous pourrez trouver en ligne, et puis le livre qui est un classique, Une enfance en liberté de Richard Louv. Et je vous remercie de m'avoir écouté.